commencer donc, notre cinquième conférence sur le cycle de la nature. Donc aujourd'hui, on aborde sur un angle singulier, puisque donc, on a invité Marina Maiustuti, très content, donc, qui est sociologue à Paris 1 et qui va aborder la question avec nous de l'homme augmenté. Voilà. Donc c'est une question qu'on n'a pas encore abordée, donc c'est une manière de penser la nature sur le plan de la dénaturation, on pourrait dire. Donc voilà, je vous laisse. Voilà. Mais merci beaucoup. Oui, merci d'être là et merci de m'avoir invité. Et donc c'est vrai que la thématique de la nature va être peut-être quelque chose qui a à faire avec la nature humaine peut-être, même si je ne parle pas spécialement de la nature humaine, mais je rappelle que j'avais écrit l'article dans un numéro de Sens dessous. Et donc j'avais déjà rencontré par mail. Moi on ne s'était jamais vu. Oui. Ouais. Et cet article était justement sur les propres de l'humain. Alors effectivement c'était une réflexion sur ce qui est propre à l'humain. Et l'humain c'est évidemment... Ce sont des êtres vivants et des êtres naturels. Donc l'idée c'était... Moi j'essaie de vous présenter cette réflexion sur l'humain augmenté, disons, à partir peut-être d'un point de vue un peu particulier, mais qui fait référence aussi à une sorte de nature, c'est-à-dire aussi un état de l'humain qui fait partie en fait de notre manière d'être. Et donc depuis une dizaine d'années plus, je m'intéresse à tous ces imaginaires et toutes ces représentations et discours autour de la relation entre technologie et corps, technologie et humain. Et j'ai commencé à travailler sur ça à l'occasion d'une thèse de doctorat, qui après est devenue un livre, et qui portait sur les nanotechnologies. Peut-être que vous avez, à un moment, on entendait beaucoup parler, peut-être maintenant un peu moins avec cette force des discours qui a caractérisé les années 90, fin années 90 et le début des années 2000, où on a beaucoup parlé des nanotechnologies, mais pas seulement, et on a parlé de ces technologies émergentes et convergentes qui semblaient, c'est un discours un peu du passé, mais en même temps, c'est pas quelque chose dont on parle plus, simplement on a peut-être affiné les discours sur d'autres technologies. Là, on parlait vraiment de cette idée de la convergence des technologies qui allait permettre d'améliorer les performances humaines de manière inédite. Et évidemment de manière aussi prospective, c'est-à-dire que il s'agissait dans ces rapports de 2002 où beaucoup de scientifiques, mais aussi de philosophes, des sociologues ont participé pour imaginer comment ces technologies-là, l'informatique, les nanotechnologies, les biotechnologies, les sciences cognitives, en convergeant et en travaillant ensemble, auraient pu avoir un impact d'amélioration, d'augmentation, d'amélioration sur les humains, sur les performances humaines. Performances dans tous les sens, c'est-à-dire améliorer la santé, aller vers l'immortalité, une vie très très longue, permettre à tout le monde de parler une langue que tout le monde comprend, par exemple, c'était une des idées, c'est-à-dire donc amélioration d'un plein de directions. Mais évidemment, une bonne partie était consacrée à améliorer l'humain dans sa condition, biologique aussi. L'idée, c'était que dans toutes ces sciences-là, donc l'informatique, la biotechnologie, les nanotechnologies, et les sciences cognitives, on pouvait de plus en plus aller vers des dimensions minuscules,
Donc on pouvait contrôler les gènes, on peut contrôler les gènes, on peut contrôler les atomes, on peut travailler au niveau des neurones. Et donc cette convergence s'est faite aussi dans le sens d'une dimension, du tout petit. Ce qui veut dire qu'on peut intervenir différemment sur les corps et même sur éventuellement l'esprit. Ça dépend après la conception qu'on a de l'esprit, au sens que en allant vraiment travailler sur la constitution de la matière, l'idée c'est qu'on peut la transformer à partir de l'atome, à partir de la molécule, à partir de la cellule, à partir de l'ADN. Donc on passe dans cette idée de la compréhension de la biologie ou des fonctionnements de l'humain à une possible construction aussi. C'est-à-dire qu'on peut non seulement comprendre comment ça marche, mais on peut aussi intervenir pour changer comment ça marche. Et dans les cas de la santé, alors on peut concevoir ça dans le sens de, on peut transformer l'humain en quelque chose d'autre, je ne sais pas, justement augmenter les capacités, faire émerger d'autres possibilités qui n'existaient pas avant. Mais on peut aussi penser d'intervenir de manière plus efficace au niveau de la santé. Ce que maintenant est la médecine personnalisée, peut-être vous avez entendu parler, en particulier tout ce qui concerne par exemple, quand on soignait un cancer à partir de la constitution de son ADN, donc comprendre quelle est la nature d'un cancer n'est plus raisonner sur un cancer qui est localisé dans un organe, mais essayer de comprendre quel type de cancer, de quel type de cancer il s'agit, quel est son ADN et comment intervenir à partir de l'ADN, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui médecine personnalisée ou une branche de la médecine personnalité. C'est justement un peu cette idée qu'à partir du tout petit, du minuscule, on peut intervenir pour changer la structure elle-même finalement, parce que si on intervient sur l'ADN, on change les fonctionnements de l'ADN. Donc à partir, donc une branche en fait des nanotechnologies s'appelle nanomédecine. Ça porte sur ça concerne vraiment les marges de la nanomédecine sont très très larges. Ça concerne la pharmacologie, par exemple, les nouvelles manières de délivrer des médicaments. Au lieu de prendre, par exemple, ou injecter des médicaments, on peut aussi les faire arriver de manière très pointue à des endroits spécifiques à travers des nanotechnologies. Alors, il y a beaucoup d'études sur ça. On peut plus ou moins, mais bon, l'idée c'est celle-là, de véhiculer à travers des microbilles, mais alors microbilles c'est vraiment de la dimension des globules blancs ou rouges qui peuvent traverser les corps et être guidés directement là où on veut faire arriver les médicaments. Ça aussi pour les traitements du cancer, c'est une idée qui est très étudiée, mais très difficile à réaliser aussi. Donc ça reste beaucoup à l'étape expérimentale. Mais c'est un principe qui est très présent, très utilisé dans les recherches en pharmacologie. Et donc tous ces types de nanodispositifs, des microdispositifs, des connaissances moléculaires du corps humain appliquées à la santé, ce qu'on appelle nanomédecine, devait permettre justement de soigner toute une panoplie d'affections, au sens de la douleur, de la vieillesse, du vieillissement, disons, et la possibilité aussi d'intervenir sur les processus de dégénérescence pour régénérer. Et dans ce sens-là, il y a la médecine régénérative, toute une branche de la médecine qui s'intéresse non seulement à partir de la nanotechnologie, mais aussi des études sur les effets médicamenteux de certains principes actifs, qui essayent de stopper les processus de vieillissement et éventuellement
de remonter un peu en arrière dans les temps quand c'est possible. Et dans cette idée de pouvoir donc de plus en plus utiliser les technologies, toutes ces technologies-là, pour éventuellement transformer le corps humain et l'humain aussi. Il y a eu toujours vers là c'est vraiment années 80 et après 90, il y a eu tout un mouvement qui est parti surtout des États-Unis, mais après il s'est développé aussi en Europe et en France par exemple, dont vous avez peut-être entendu parler, les transhumanismes, un courant très très varié, mais qui avait au cœur en fait, très varié dans ses références politiques ou idéologiques, avec toutes sortes en fait de personnes qui se sont positionnées au fur et à mesure de diverses manières, mais qui avaient comme idée fondamentale que désormais la technologie est tellement capable d'intervenir sur l'humain qu'on peut espérer vraiment qu'il faut accélérer ces processus de transformation pour l'utiliser de manière à réellement changer les corps humains. Donc H+, ça veut dire humanité plus, humanité plus, humanité plus, alors plus quoi, je ne sais pas, plus bien meilleure, plus forte, plus performante, plus... Voilà, et souvent, les représentations, là j'ai pris des images, si vous cherchez sur Internet, transhumanisme, images, vous allez trouver une série d'images qui renvoient à des choses diverses et variées, mais en général, elles renvoient à une transformation de l'humain qui va vers la machine. C'est-à-dire que les transhumanistes n'ont jamais dit qu'il fallait devenir des robots ou qu'il fallait devenir des êtres faits de tuyaux et de métal, mais finalement l'imaginaire est très lié à cette idée d'une transformation qui va vers un corps qui est radicalement transformé par une technologie qui a beaucoup l'air d'une machine. Et ça, c'est la représentation la plus courante que vous allez trouver. En réalité, après, il y a différents représentants du courant transhumaniste. Et là, il n'y a pas beaucoup de femmes. Il n'y avait pas beaucoup de femmes au départ. Il y a surtout cette dame qui s'appelle Natasha Vita-More, donc plus de vie, et qui est une designer, en fait, oui, elle enseigne dans une école d'art américaine, elle est designer. En fait, tout son travail est un travail sur l'image, sur les images, sur un concept d'amélioration de l'humain qui se passe à travers des propositions qui sont des propositions esthétiques, l'idée de pouvoir changer les corps. Alors là, ce seraient les primo-post-humains, c'est-à-dire les premiers post-humains, parce que post-humain pour les transhumanistes veut dire l'humain qui viendra après la transition, l'humain de demain, quand la réalisation de sa transformation sera complète. Et donc là, on peut voir qu'on peut faire plein de choses, remplacer des organes, mettre une peau artificielle qui permet de protéger plus les corps, etc. Enfin, tout peut être refait en fait. Et donc c'est elle, avec son mari, qui est aussi un des fondateurs un peu idéologiques du transhumanisme, qui a fait ces recueils, qui est devenue, et qui elle considère comme la Bible du transhumanisme, qui est en réalité un manuel de différentes positions théoriques sur les transhumanismes. Et après, évidemment, voilà, cette image que j'ai trouvée aussi, ce sont des images justement qu'on trouve un peu en cherchant sur Internet,
l'idée fondamentale du transhumanisme, celle sur laquelle ils ont beaucoup insisté, ils insistent encore souvent, c'est vaincre la mort. Ça, c'est le but final, c'est le but même affiché de manière. Alors, pas tous sont aussi radicaux, c'est-à-dire devenir immortel, c'est carrément. Bon, c'est de l'ordre un peu de l'impossibilité, mais l'idée, c'est que quand même, on peut de plus en plus éloigner cette finitude et on peut la repousser. Alors, c'est justement la médecine, la science médicale, les biotechnologies, robotiques, biotechnologies, je ne sais pas, parce qu'il y a des tuyaux. Et c'est bon, c'est une représentation un peu voilà, qui met bien en évidence quelle est l'idée. Plus de santé, plus de fonctionnalité du corps et repousser le plus possible la mort. Donc c'est aussi une vision plutôt optimiste de l'apport des technologies. Ce n'est pas du tout une vision qui veut faire peur. En France, il y a une association, l'association française transhumaniste, qui s'appelle technoprogressiste. C'est un petit groupe de personnes qui, en plus, la plupart je connais personnellement, surtout les plus anciens, qui ne sont pas vieux, sont les fondateurs de l'association. Et en fait, les positionnements français, par exemple, tout comme certains courants américains, sont beaucoup plus, comment dire, par rapport à l'image que je vous ai montrée, voilà, il n'y a pas du tout cette idée, on va devenir des robots, on va devenir des surhommes ou des surhumains. L'idée, c'est les technologies aujourd'hui ont des potentialités qu'ils n'avaient pas hier. La volonté de repousser les frontières de la mort, c'est une vieille histoire, en fait, une histoire qui est vieille autant comme l'humanité, en fait. Mais là, maintenant, les chances sont un peu plus, c'est-à-dire la technologie a un peu plus de possibilités. La science repousse les frontières du savoir qui deviennent aussi des frontières du pouvoir, en fait. Donc, il y a cette volonté de pouvoir profiter de cette technologie, non seulement pour améliorer les performances du corps, mais pour pouvoir éventuellement améliorer les performances de l'humain au sens humaniste aussi. Donc, alors que les positions critiques disent oui, les transhumanistes veulent améliorer les conditions du corps biologique, mais pas développer plus les côtés humanistes de l'humanité, les transhumanistes français disent non, nous on veut plus d'humanisme. Si les personnes sont plus en santé, si on peut augmenter leur empathie par exemple, en utilisant aussi des médicaments. Il y a des médicaments, il y a des substances qui peuvent augmenter l'empathie envers les autres, qui peuvent calmer l'agressivité, qui peuvent, rendre les humains plus vertueux. Peut-être que si on arrive à améliorer la nature humaine au sens des aspects positifs des espèces humaines, on pourra aussi avoir un monde meilleur, un monde plus accueillant, un monde plus altruiste, un monde moins violent, qui respecte plus la nature, etc. Donc l'idée, ce n'est pas seulement de donner une vision qui fait peur du post-humain, mais donner une vision dont on a envie. Et ça, c'est un discours un peu, et surtout d'adapter les discours de l'amélioration dans le sens de qu'est-ce qu'on veut vraiment améliorer. Et cela dépend de toute société. C'est un projet qui est un projet social, au sens que ça dépend. Ça peut être aussi quelque chose qu'on peut décider de manière commune. C'est pas seulement penser la chose de manière individualiste. Chacun veut être mieux par rapport à un autre. Là, ça pourrait être, est-ce qu'on pourrait être mieux tous et utiliser au mieux les technologies existantes?
Et c'est l'avenir. Bon, je voulais vous parler de cette différence dans l'interprétation de l'augmentation, parce que souvent, quand on pense au transhumanisme, si vous avez eu l'occasion d'entendre parler du transhumanisme, vous avez eu des images justement liées à ce qu'on va voir tout de suite, liées à une amélioration du corps qui est aussi dénaturalisée par rapport à son aspect, son essence, et l'effet de passer par exemple de la chair au métal, c'est quelque chose qui fait très peur. Il n'y a personne, je pense, qui a vraiment envie d'être transformé dans une espèce de dans ça, justement. Quand on Robocop, c'est justement la quintessence de la dénaturalisation. Il y a un humain derrière qui ne se souvient même plus qu'il était humain et qui est complètement devenu une espèce de machine au service, d'ailleurs, des... Alors là, j'ai mis ces images parce que même il se développe une espèce aussi de mythe culturel de la transformation de l'homme en machine, on pourrait dire, qui, en fait, qu'on retrouve dans des images, voilà, toujours créées un peu comme ça, en reprenant des exemples un peu plus connus, dans les BD, dans tous les films d'animation, où vraiment le couplage chair et métal est très développé, mais aussi par exemple dans des tatouages qui vont reproduire l'aspect de la machine, mais directement sur la peau. Donc c'est une esthétique de la machine qui, en particulier, se focalise sur les membres artificiels, la prothèse. Je vous dirai pourquoi après je parle de prothèse. Parce qu'en fait, après avoir travaillé sur les nanotechnologies, j'ai eu l'occasion de travailler sur un projet sur la robotique de compagnie. Donc les robots compagnons pensés pour aider les personnes, en particulier c'était un projet sur les robots compagnons pour personnes malades d'Alzheimer. C'était assez bizarre parce que bon, c'était pensé de manière assez ingénieure. On a un robot, on va le placer quelque part. Pourquoi pas les personnes malades d'Alzheimer, sans connaître la maladie d'Alzheimer. C'est très compliqué de pouvoir penser à un robot. Mais c'était l'occasion pour rencontrer des ingénieurs, pour surtout rencontrer des personnes malades d'Alzheimer et leurs familles, pour comprendre en fait un peu la complexité de penser ce type d'objet censé tout faire vis-à-vis d'une condition humaine qui est assez complexe, compliquée et qui demande bien plus qu'un robot. Mais c'était intéressant, parce qu'à partir de là, j'ai pu aussi après travailler dans d'autres projets sur les prothèses, la robotique appliquée pour ce qu'on appelle les technologies d'assistance, donc tout ce qui est prothèse ou aide au mouvement, comme les exosquelettes. Et donc là, ça a ouvert encore un autre chapitre en fait de cette réflexion sur la relation entre la machine et le corps, parce que les prothèses peuvent être des objets très simples, simplement la main de substitution, prothèse esthétique, mais peuvent être aussi des prothèses très complexes. Et une main polydigitale qui pousse sous les doigts, c'est un objet complexe, robotisé, qui a besoin d'informatique et surtout qui a besoin d'un grand investissement de la personne pour pouvoir l'utiliser. Mais revenons. Donc je vais parler beaucoup de prothèses, mais en même temps, vous allez voir, la prothèse est aussi devenue un peu une espèce de mythe culturel de notre époque, parce qu'elle représente vraiment ces bons technologiques qu'il y a eu de manière très rapide, aussi dans ce type de technologies d'assistance, qui sont les mêmes technologies qui sont utilisées pour représenter les passages au post-humain. Mais si on utilise une prothèse, on va voir, c'est parce qu'on n'a pas de bras, en général.
Alors l'image, alors ces couplages machine-humain, on l'a appelé cyborg, organisme cybernétique, cyborg. Et l'image qu'on a, quand on parle du cyborg, si vous connaissez les mots, si vous avez entendu les mots, si vous regardez les films de science-fiction, c'est utilisé souvent, c'est plutôt cet exemple-là. Les films, quand il est sorti, je pense dans les années 80, représentaient vraiment la dénaturalisation de l'humain par cette colonisation de la machine, qui est non seulement d'un point de vue physique, mais aussi de l'esprit. C'est une autre manière c'est un autre humain il est plutôt associé justement à un raisonnement inhumain par rapport aux autres, humains, à potentiellement dangereux pour l'humain lui-même. Et donc l'image est très négative. Et aussi, ou bien on peut avoir ce type de représentation. Kevin Warwick, c'est un ingénieur, un scientifique qui travaille justement en cybernétique et en Angleterre, qui étaient les premiers à se faire implanter des micropuces sur les nerfs pour pouvoir commander à distance, alors soit une main, avec les impulsions sur les nerfs, il commande la main à distance, ou il pouvait allumer les lumières de son labo, ou ouvrir la porte de son labo. Et après, il a obligé sa femme à faire de même, et il s'échangeait des sensations. En fait, lui, il l'appelait télépathie, mais en fait, c'était... elle avait une vague sensation quand lui bougeait sa main. Elle aussi sentait quelque chose qui s'est passé. Par contre, l'opération se fait très mal. Parce qu'elle a fait sans anesthésie. Et donc, bon, ça, c'est des expérimentations humaines, mais faites en famille. Et donc, il y a aussi... Alors, Kevin Warwick, elle a écrit un livre disant « Je suis un cyborg, je veux devenir un cyborg. Et je vais devenir un cyborg parce que c'est ça, l'avenir de l'humain. Et d'ailleurs, toutes ces technologies-là sont censées aussi soigner et non seulement augmenter. » Mais les vrais cyborgs, l'idée du cyborg qui naît dans les années 60, c'est plutôt celle-là, un peu étrange. En fait, c'est un rat avec une pompe à insuline qui réagit à la condition du rat. Et quand il a besoin d'insuline, la pompe enregistre ses besoins et injecte l'insuline. Pourquoi on appelle... Voilà, c'est les principes de la cybernétique, du feedback, du retour. C'est un cercle, en fait. L'état du rat est analysé. C'est comme un peu le thermostat, l'idée du thermostat. On le règle et après, selon la température dans l'ambiance, dans l'environnement, s'il fait trop froid, il s'allume. S'il fait assez chaud, il s'étend. Et là, c'est la même chose. Donc l'idée... c'est que si le rat a besoin d'insuline, la pompe injecte l'insuline et enregistre constamment l'état du rat. Ça, c'est l'idée de l'organisme cybernétique, c'est-à-dire l'organisme qui peut avoir un dispositif à côté qui travaille pour lui, qui travaille avec lui, avec son système. Pourquoi c'était pensé dans les années 60 ? Parce qu'en fait, on a essayé d'étudier comment on aurait pu aller dans l'espace, passer énormément de temps dans l'espace pour faire des longs voyages. Et là, on se rend compte que l'humain n'est pas du tout fait pour voyager dans l'espace. Parce qu'il a besoin justement de manger, de dormir, de se libérer de tous les détritus. Donc, c'est pas du tout pratique de voyager dans l'espace dans ces conditions. Il a besoin de respirer, il vieillit. Il a tout un tas de besoins qui rendent son incompatible, en fait. Donc l'idée c'était, et si on crée un système dans lequel l'humain n'a rien à faire en fait, il n'a qu'à aller, et le reste est garanti par des machines. Donc c'était, la première expérience c'était ces rats-là. Donc ça c'est les cyborgs, originalement.
Mais on a perdu cette idée-là, parce qu'en même temps, peu de temps après, en fait, c'est Terminator qui est sorti, et là, bon, c'est parti dans un imaginaire totalement différent qui n'a rien à voir. Par contre, il y a eu une réflexion aussi sur l'idée que, par exemple, utiliser un vélo, c'est un peu comme un système cybernétique. Justement, quand on apprend à aller en vélo, il faut apprendre à rester en équilibre. Ça veut dire qu'on ajuste notre comportement selon la manière dont les vélos avancent. C'est-à-dire qu'on doit régler tout le temps pour pouvoir rester debout sur les vélos. Il faut effectuer continuellement une adaptation. Ce qui fait dire, par exemple, à Andy Clark, philosophe, philosophie cognitive, qu'au fond, nous sommes des cyborgs depuis tout le temps, au sens que, justement, on utilise plein de dispositifs, même les petits post-it pour se souvenir de faire quelque chose. C'est une projection à l'extérieur de quelque chose qu'on a à l'intérieur et qui va nous aider à ne pas oublier. Et qui, parfois, peut devenir même fondamental. Par exemple, revenons à l'Alzheimer. Plein de post-it peuvent garantir, par exemple, de ne pas oublier tout un tas de choses. Donc ça devient presque fondamental, ça devient une espèce de prothèse, disons. Donc l'idée de cyborg peut être aussi généralisée dans ce type de relation qu'on a avec l'extérieur et plein de supports extérieurs, ou bien dans ces situations-là. Ça, c'est un des exemples les plus extrêmes. Ça peut être les mourants, mais ça peut être quelqu'un qui est en état en coma, dans les comas par exemple, un enfant, un nouveau-né, un prématuré dans un incubateur, une personne qui respire qu'à travers un respirateur artificiel, ou même une personne qui vit grâce à la dialyse, qui a besoin d'un dispositif externe. La dialyse, c'est pareil, un peu comme la pompe à insuline, elle fait un travail que le corps n'est plus capable de faire. Donc, les cyborgs peuvent être ça. Là, c'est la mort, mais c'est la maladie, ou c'est l'handicap aussi. Cependant, tout comme les cyborgs terminateurs fait peur, ce type de cyborg-là ne fait pas envie, disons. C'est-à-dire c'est pas qu'on en a peur, mais disons, là, il y a toute l'ambiguïté. C'est des machines qui nous permettent de survivre et en même temps, ils nous gardent dans un état artificiel. C'est ça, dans les passés, on n'aurait pas pu survivre sans ces machines-là. Et c'est pour ça que maintenant, il y a beaucoup de cas dans lesquels, soit pour les prématurés, que pour les personnes très malade, il y a des situations dans lesquelles on est vivant et pas vivant, parce qu'on est dans un entre-deux garanti par des machines qui prennent soin de nous sans que nous-mêmes ne soyons même pas conscients. Et voilà, à partir des années 80, c'est-à-dire à partir du moment où les technologies d'assistance deviennent des technologies qui permettent de faire plus de choses, de les faire différemment. Il s'est créé une espèce de mythe culturel, on pourrait dire, des métaphores liées à la prothèse comme technologie par excellence qui permet des performances inédites. Qui permet des performances complètement nouvelles. Et là, c'est des exemples aussi, soit réels, soit irréels, au sens que ça, c'est un jeu vidéo. Mais là, c'est Pistorius, peut-être que vous l'avez vu. Et là aussi, c'est-à-dire que le Pistorius sportif est devenu aussi égérie de publicités dans ces cas-là. Ce sont des
des artistes amputés qui utilisent les prothèses pour... là, ça doit être... Je pense que je sais pas si ce sont les prothèses des Mémulis, qui est aussi une qui est sportive et mannequin amputé aussi, qui... Et après, c'est des films, évidemment, ou c'est des publicités plus ou moins réalistes des dispositifs existants. Donc, la prothèse est devenue un peu la représentation, en même temps, de l'amputation, parce que justement, on n'utilise pas une prothèse si on a tous nos membres. Mais aussi des potentialités qui font apparaître ces corps qui est un corps avec un handicap comme un corps plus performant que les corps humains, je dis normal entre guillemets. Je ne veux pas opposer normal, non normal, mais disons que les corps dans son état général, que généralement on connaît, semblent presque moins performants que les corps avec handicap, mais avec ces super dispositifs qui vont lui permettre des performances inédites. Peut-être que je reviendrai à cette image, mais bon, souvenez-vous un peu de ce type d'exemple. Quand on parle des cyborgs, de prothèses d'exosquelette, il faut se souvenir, et même des nanotechnologies comme là, il faut toujours penser que toutes ces technologies-là sont pensées souvent et développées et, comment dire, et avec des fonds consistants dans un domaine qui est le domaine de l'armée, qui est le domaine militaire, parce que c'est juste là qu'on a besoin des mains augmentées, là plus qu'ailleurs, disons. Donc, déjà dans les années 60, on passait à cette... Bon, maintenant, ils sont évidemment un peu plus élaborés, mais bon, le principe est là. Des structures, des technologies qui aident un geste. Par exemple, porter plus de poids, courir, marcher plus longtemps sans fatiguer. C'est pas tellement la protection, hein, c'est vraiment pouvoir avoir des capacités de déplacement, de porter des poids, plus bon. Par contre, pour les nanotechnologies, c'est tout un tas des choses qui, bon, c'est pas réel, c'est juste des possibilités là aussi envisagées. Donc, d'un côté, il y a l'armée. Et les prothèses, je vous montrerai, mais les prothèses ont été développées surtout, les premières prothèses ont été développées surtout aux États-Unis et après en Europe après la Première Guerre mondiale, mais aux États-Unis à la fin du XIXe siècle, suite aux guerres de sécession, il y avait énormément d'amputés parce que les explosions, les blessures, plein d'hommes, donc ceux qui sont censés travailler et être productifs étaient amputés, traumatisés, rendus incapables de participer à la vie sociale et productive du pays. Et donc on a commencé à penser à une manière de les dédommager, entre guillemets, à travers des dispositifs un peu plus performants que les simples bouts de bois ou juste rien, comme dans beaucoup de pays actuellement on est. Donc, d'un côté les militaires, de l'autre côté l'artistique, c'est penser à un corps sans frontières. Donc, mais dans l'imagination, pouvoir être autre chose, construire sa propre identité à partir d'un handicap, mais en faisant exploser cet handicap dans un sens créatif. Et donc, je vous montre Vittoria Modesta parce qu'elle a fait je suis allée la voir au Crazy Horse. Et c'est une artiste que je trouve très intéressante parce qu'elle est d'origine lettonne. Quand elle est née avec une malformation de la jambe qui après elle a dû subir une amputation pour pouvoir être appareillée. Et quand elle est née, juste pour cette malformation de la jambe, on a conseillé à la mère de l'abandonner. Qu'est-ce que vous faites avec vous faites un autre enfant, qu'est-ce que vous faites avec un enfant comme ça?
En fait, bon, si on pouvait être tous comme Victor et Modeste, je pense que vous l'aimeriez bien. Et en tout cas, moi, oui. Et je trouve que alors, si vous cherchez, il y a plein de vidéos aussi, une vidéo très intéressante où elle se montre avec une prothèse, cette prothèse-là, à pic. Elle danse évidemment avec des supports parce qu'elle ne peut pas vraiment danser. Ça, c'est l'ambiguïté. En fait, tous les mouvements elle fait très peu de mouvements, même dans ces shows là, à Crazy Horse, elle ne peut pas vraiment faire énormément de choses. Elle risque de tomber, de se faire mal, donc elle reste plutôt en sécurité. Mais elle se montre aussi avec son moignon, son prothèse, dans la vidéo, pour montrer justement comment ce corps est en même temps un corps naturel dans son état et aussi transformé dans quelque chose qui est artistique, qui est beau, qui est esthétique, qui est puissant, souvent dans l'image. Donc je reviens à l'idée d'invention, parce que là, c'est tiré d'un livre sur les inventions nouvelles et importantes. En fait, il y a toute une partie sur les membres artificiels. Et justement, on voit comment cette personne, probablement aussi un militaire blessé en guerre qui a été amputé, il a une apparence normale au sens qu'on ne voit pas, on ne voit rien en fait de son état. On montre quel est son état, il est amputé des deux jambes et on le voit dans l'état dans lequel il serait sans cette invention nouvelle et importante, c'est-à-dire des prothèses fonctionnelles pour les mouvements. Donc pas que les béquilles, pas que rien, mais pouvoir marcher. Pouvoir marcher, c'est vraiment l'impératif absolu. D'autres images intéressantes, j'avais trouvé ce travail de ce photographe intéressant. Il l'a fait avec des vétérans d'Afghanistan, oui, d'Afghanistan. Et il a fait toute une série d'images de ces vétérans qui sont soldats, donc hommes et femmes, qui ont été blessés en guerre, qui ont perdu des membres, en particulier des jambes, et qui sont mis en scène dans leur état, un peu les deux en fait. On les voit avec des prothèses, on les voit sans et avec. Elle est bien amputée des bras, donc elle a un bras avec une prothèse qui n'est même pas, qui est très particulière, c'est un crochet, et l'autre moignon, il n'a rien. Donc aussi comment ils s'acceptent, leur image du corps reconstruite après cet événement. Là aussi, on a une idée esthétique très forte. C'est des corps qui sont des corps d'athlètes. Disons que les militaires, désormais les athlètes, c'est un peu la même chose. L'entraînement, le physique est presque pareil. Et là aussi, on a des corps, on ne regarde même pas la prothèse en fait. On ne sait pas ce qu'on regarde, on regarde le tout. Et ça fait pas, ça efface ce qui pourrait être un stigmate, ou pourrait être une forme de répulsion. À la limite, si on ne connaît pas, c'est pas évident en fait. Donc ces types de cyborgs, on pourrait dire un cyborg handicapé, une amélioration, quelque chose qui, les symboles d'une amélioration, mais qui en réalité permet de dépasser plutôt une condition des difficultés, on pourrait dire des diminutions, en tout cas des limitations. Crée un peu, peut être lu à travers deux manières de la voir. D'un côté, donc, on peut considérer, bon là, peut-être pas, ça c'est les titres de cet article d'une Sarah Jane, qui est une philosophe sociologue, qui réfléchit sur l'imagination de la prothèse, l'imagination et l'imaginaire aussi prothétique. Qu'est-ce qu'il permet et qu'est-ce qu'il ne permet pas, en fait. Et elle dit, on a la tendance aujourd'hui à considérer toute technologie comme une prothèse.
La prothèse, la technologie comme prothèse, c'est donc l'idée, un peu celle d'Andy Clark que je vous ai montré avec les vélos, mais disons qu'on considère que tous les dispositifs qu'on a, l'ordinateur, le portable, etc., est une prothèse de nos besoins et capacités. On se projette dans tous ces objets qui deviennent désormais indispensables. Et donc on a tendance à considérer comme prothèse tout et n'importe quoi, et sans cette prothèse, on se sent incomplet. Donc on est entier. L'idée, c'est que l'humain est entier s'il a toutes ces prothèses qui lui permettent de fonctionner. Donc on est toujours projeté dans ces désirs et nécessités de prothèses. Mais après, il y a aussi des chercheurs qui sont des anthropologues comme Kurtzman et Sobchak, qui sont des anthropologues qui ont subi une amputation, qui ont vécu l'appareillage, qui ont vécu l'état, les besoins de prothèses, mais à partir d'une situation dans laquelle le corps en a besoin, éventuellement, parce qu'on peut aussi le refuser, pour vivre, pour agir, pour bouger. Et donc, ces auteurs proposent plutôt de penser la prothèse comme une technologie. Donc, pas la technologie comme une prothèse, mais la prothèse comme une technologie, c'est-à-dire comme un outil, comme un objet, dont on peut s'approprier ou pas, qu'on peut refuser ou qu'on peut faire propre pour se redonner des marges d'action plus amples. Et dans ces rapports avec la prothèse comme une technologie, on a aussi une réalité du corps, qui est celle-là, par exemple. Ce sont deux jeunes que j'ai rencontrés donc, quand j'étais dans un institut de rééducation, qui étaient là en train d'apprendre à utiliser la prothèse, cette nouvelle prothèse des mains polydigitales. Donc c'est un apprentissage, c'est comme si on allait à l'école, on fait de la rééducation, on essaye, on s'épuise, on n'y arrive pas, on recommence, on est fatigué, on est plus qu'athlète dans ces cas-là, parce que là c'est vraiment un effort physique, mental, l'énervement, et donc dans des activités du quotidien, parce que les activités du quotidien sont les plus compliquées, parce que si on doit faire juste un truc, comme ça, ok, mais si on doit faire plein de choses, entre autres prendre des salles, les reposer, etc., alors là, tout devient extrêmement compliqué. Donc dans cet apprentissage, on apprend à faire, on essaie plein de mouvements dans lesquels, donc pour apprendre justement. Donc l'idée de considérer la prothèse comme une technologie met en évidence tout un autre rapport qu'on pourrait avoir, même dans l'étude et même dans les discours, par rapport à cette idée d'augmentation de l'humain. Parce que l'augmentation, c'est une augmentation comment? Est-ce que ces personnes sont augmentées? Ils ont des dispositifs qui sont des très hautes technologies, et très chers d'ailleurs. Mais est-ce qu'ils sont augmentés? Est-ce que ces prothèses-là, pour nous, c'est une augmentation? Ben, c'est une opportunité, parce que c'est mieux d'avoir cette opportunité que de ne pas l'avoir. Et après, on est libre de l'accepter ou pas, parce qu'il y a aussi cette question-là. C'est pas parce qu'elle existe qu'elle est adaptée à tout le monde, aux besoins de tout le monde. Donc, cette idée des technologies, des prothèses comme technologie, permet aussi de voir qu'en fait, les technologies, oui, on peut s'en approprier. Ce sont des technologies qui peuvent être puissantes, mais toujours à partir d'une condition. Parce que la condition d'handicap, c'est une condition particulière, mais en même temps, ça touche tout le monde à des moments et à d'autres. Et ça permet aussi de penser les cyborgs non pas comme quelque chose qui va devenir dans un modèle précis qui est celui de la transformation de l'humain dans une machine ou d'un super corps, d'un corps dont on ne connaît pas les caractéristiques. Mais on peut penser les cyborgs aussi comme un humain qui utilise des technologies selon ses besoins, dans une construction qui n'est pas forcément en sur quelque chose, mais qui est une possibilité des choses,
une réalisation aussi des soirs. Et je pense que c'est bien, c'est-à-dire j'ai trouvé très riche de pouvoir penser les cyborgs à partir de la condition de handicap. Parce que ça donne une idée différente, qui n'est pas celle de la puissance, mais qui est celle éventuellement de l'ouverture des possibilités, qui est compliquée, qui s'est fait à chaque fois de manière très spécifique à la personne, à sa situation, à ses besoins, à ses possibilités morales, physiques. Et aussi à des nouvelles formes de société, parce que ce qui est intéressant ici, par exemple, c'est la création, par exemple, des Fab Labs, de laboratoires de recherche, d'un bar, des citoyens qui veulent participer à la création d'objets utiles pour les personnes en état de handicap. Et lui, c'est Nicolas Huchet, peut-être que vous le connaissez, mais si vous cherchez sur Internet, vous allez le trouver. Ou bien ce monsieur qui a été amputé très très petit, il avait 4 ans, qui a toujours vécu sans prothèse, mais quand il a vu ce foisonnement des prothèses des mains polydigitales, a voulu lui aussi se faire appareiller. Le problème, c'est qu'à l'époque, la sécurité sociale ne remboursait pas les mains, donc il a fait un crowdfunding pour acheter sa prothèse et il a pu. Maintenant, il utilise un peu les deux, sans et avec. Et après, les nouvelles technologies 3D, par exemple, pour les enfants, ça permet d'avoir des prothèses, évidemment, pas résistantes et pas très très fonctionnelles, mais qui donnent, pour les enfants qui naissent par exemple sans membres, parfois on propose un appareillage. Et ce type d'appareillage qui peut être personnalisé sert aussi à les déstigmatiser un peu leur condition. Sur ces cas-là, il y a quand même un discours beaucoup plus complexe à faire, mais je n'en fais pas. Et après, je voulais signaler ces groupes qui s'appellent Corps et Prothèses, de chercheurs, d'un peu tous les chercheurs en sciences sociales, sciences humaines, philosophes, anthropologues, sociologues, médecins, éthiciens, etc., qui, dans différentes universités françaises, nous avons, en fait, j'en fais partie, commencé à réfléchir ensemble sur la notion des prothèses au sens large, en essayant vraiment d'avoir cette approche concrète, en fait, matérielle. Ça veut dire quoi avoir une prothèse, comment ça marche, quels sont les vécus, comment chaque individu s'approprie ou pas, pourquoi oui. C'est-à-dire essayer vraiment de voir, d'aller au-delà du mythe, que ce soit d'amélioration ou pas, et de rester vraiment sur la réalité, qui d'ailleurs fait aussi qui montre des réalités tellement variées, tellement excellentes au sens de vraiment une capacité de construire des choses nouvelles, et qui est plus intéressante, je trouve, que l'idée de l'humain augmenté au sens qui nous est proposé d'habitude, avec une seule image, disons, possible. Voilà, je m'arrête là. J'espère ne pas être